On est vraiment contents. Oh, excusez-moi. Donc oui, je vous avise en même temps que le meeting est enregistré ce matin. On va enregistrer la formation. Parfait. Donc, c'est ça, comme on est là ce matin pour un cours débutant, pour un atelier. Donc, un petit atelier d'ail. Je vous ai amené quelques plans d'ail. J'espère qu'on les voit bien. On a un bulbe avec le plan d'ail complet. Parfait. Dans le fond, on va commencer avec au niveau du vocabulaire. Dans le fond, ici, je vous ai amené plusieurs bulbes. Donc, un bulbe. Souvent, les gens se mélangent entre un bulbe et un cailleux. Le cailleux, c'est la division. Dans le fond, quand on prend le bulbe et qu'on le craque, on donne un petit coup après la tige pour les faire craquer. Fait que là, ici, on a un cailleux. Donc, le bulbe contient plusieurs cailleux. On a ça ici. Ça ici, c'est une variété aussi à conservation longue. On a plusieurs types d'ail. Dans le fond, les ails sont regroupés dans 11 groupes. On en a 9 qui sont cultivables au Québec. Dans ces ails-là, on en a qui sont plus faciles à cultiver, comme l'ail musique, qui est très favorable à notre climat ici hivernal. Oui, donc la musique que j'ai. Excusez-moi, je n'en ai pas amené de bulbe. Je n'ai pas de porcelaine avec moi pour vous montrer, mais c'est ceux qu'on connaît le plus avec les plus gros cailleux. Donc, en général, donc, un bulbe d'ail va vous donner plusieurs cailleux sur le même plateau. Dépendamment des variétés, c'est de 4 à 10, 12 cailleux par plateau racinaire. Donc, on a ça. Dépendamment des variétés aussi, on peut avoir des récoltes plus hâtives. Comme ici, j'ai une Plum Crazy qu'on voit les petites stries mauves dessus. C'est la variété, le groupe Turban, cultivar Plum Crazy. Très intéressant parce qu'il est récoltable plus tôt en saison. Donc, on la récolte tout de suite après la récolte de la fleur d'ail. Quand nos plants font des fleurs d'ail, on les coupe pour avoir des plus gros calibres de bulbes. Donc, récolté avant la porcelaine qu'on est habitué de récolter normalement après la Saint-Jean-Baptiste, après le 24 de juin. Parfait, c'est ici. Donc, c'est ça la plantation. Nous, ici, on plante la première semaine d'octobre. On est en région de l'Estrie, donc zone 4B pour le froid. Quand vous êtes dans des zones plus chaudes, vous pouvez planter plus tard. Donc, ça dépend aussi de où vous êtes, votre date de plantation. L'important, c'est de planter avant le gel. Parfait. Oui. Donc oui, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Vicky. Dans le fond, je suis agricultrice. Je suis propriétaire des jardins naturels depuis 2 ans. On est très fiers de reprendre une entreprise qui offre autant de variétés d'ail. Donc aussi, c'est ça qui est intéressant avec l'ail, c'est on a plusieurs cultivars. Donc ici, on en a 30. Fait que je suis votre agricultrice dévouée professionnelle de l'ail. Parfait. Fait que oui, excusez-moi, je vais retourner à la plantation. Donc, c'est ça, nous, on effectue ça à ce temps-ci de l'année, en octobre. Après ça, dans le fond, après avoir planté les cailleux, notre distance de plantation, nous, on les plante aux 4 pouces. Puis on fait une butte, puis on fait 3 rangs sur une butte de terre. La butte est surélevée. Donc, les plants sont plantés aux 4 pouces, puis entre les 3 rangées, on a 8 pouces donc de distance. Après ça, nous, on fait des buttes de 100 pieds ici. Oui, à 4 pouces de profond aussi, puis toujours la petite pointe du cailleux vers le haut. Dans le fond, parce que les racines vont se développer à la partie du bas qui est plate. Donc, ce qu'on a séparé du plateau racinaire du bulbe. Fait que vraiment ici, la partie vers le haut, 4 pouces de profond. On peut toujours se fier aussi à y aller 3 fois l'épaisseur, 3 fois la grosseur de votre semence. Fait que c'est pas juste bon pour l'ail, c'est bon pour plusieurs types de semences aussi comme conseil, aller 3 fois la profondeur de votre semence. Après ça, nous, dans le fond, on remblaye le trou. On passe un rouleau pour enlever les petites zones d'air qu'il y aurait pu avoir entre la terre et le bulbe pour avoir un bon contact.
avec le sol. Après ça, pour aider que le sol ne gèle pas trop dur l'hiver pour protéger nos bulbes, on va mettre de la paille ou de la feuille morte jusqu'à un bon 6 pouces, 6 pouces de paillis, soit comme je dis, de la paille qu'on peut acheter, ou sinon de la feuille morte, qui est un très bon ajout aussi à votre sol. Les années d'après, ça nourrit bien le sol aussi, ces amendements-là. Donc, nous, on paille avant l'hiver avec la feuille morte pour être sûr que notre ail passe bien l'hiver. Il y a des variétés d'ail qui sont plus frileuses, qu'il faut mettre un peu plus de paille que d'autres, puis les chouchouter un peu plus, comme on dit. Donc, la variété créole qui est plus fragile à nos hivers québécois. Après ça, dans le fond, on va les laisser là tout l'hiver au champ. On va recommencer de la rigiculture au printemps. On va commencer à les creuser à certains endroits, voir si on a une belle immergence de nos bulbes d'ail. Dans le fond, être sûr que voir si la paille ne s'est pas tassée comme il faut quand le bulbe a percé quand les feuilles ont percé la terre. Il faut s'assurer de les aider, peut-être un peu leur donner un coup de main pour bien passer, pour bien traverser, pour qu'ils soient capables d'aller chercher du soleil. Après ça, on va commencer. Nous, on ne tasse pas la paille pour le désherbage. On va faire le désherbage avec la paille par la suite. Puis on évalue la croissance des plants là, durant l'été, être sûr qu'on n'a pas d'insectes. À toutes les semaines, on va sélectionner des échantillons qu'on regarde directement au champ, voir si on n'a pas des insectes ravageurs au niveau de nos plants d'ail. Donc, ici, je sais que souvent, on a la teigne du poireau au Québec. La teigne du poireau, on peut la traiter avec du BTK qui est en vente libre dans toute bonne quincaillerie. C'est un produit qui est biologique, qui est pas biologique, il est accepté en régie biologique parce que c'est un champignon qu'on applique en format liquide sur les plants pour que les larves de la teigne du poireau les mangent puis ils vont en décéder d'une intoxication alimentaire. Fait que c'est naturel là, comme traitement pour vaincre des ennemis de culture comme la teigne du poireau. Dans le fond, c'est ça. Toutes les semaines, on fait du dépistage au champ pour être sûr que nos plants sont bien en santé. On va aussi, si on trouve des maladies ou des plants qui sont infectés de champignons, on va les retirer du champ. Ça aussi, c'est important là, pour la phytoprotection. Phytoprotection, c'est quand on parle de justement la santé de nos plantes et des champs. Après ça, quand on regarde en même temps, quand on fait notre phytoprotection, on regarde le développement et la maturité des plants. Et quand on arrive quand on a la fleur d'ail quand on la voit commencer à pousser, regardez ici, dans le fond, au début, quand on a on ne voit plus bien les feuilles parce qu'elles étaient sèches, là, mais on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. On avait 7 feuilles. Là, normalement, si on s'imagine au printemps, la fleur est beaucoup plus petite. On la voit pousser. Normalement, ici, elle commence à faire des loupes. Elle peut faire jusqu'à 3 loupes. Puis c'est là qu'on la coupe si on veut la manger, parce qu'après ça, quand elle se déloupe pour revenir droite comme celle-là que j'ai ici, on voit qu'elle est très droite là, versus les fleurs d'ail qu'on achète en queue de tire-bouchon. C'est que celle-là, en fond, elle s'est détournée pour avoir le bulbé au bout. Puis dans le fond, quand on laisse aboutir la fleur, comme vous voyez, c'est plusieurs petits oignons. J'espère qu'on voit bien. Plusieurs petits oignons qu'on peut détacher encore comme ça. Ça, on peut les planter aussi. Fait que ça vous donne, dans celui-là, il y en a peut-être 15-20 bulbilles. On peut les planter aussi à l'automne. On les laisse 2 ans en terre, les bulbilles, avant de les récolter la première année. Puis après ça, on les traite comme de l'ail normal. On les fait sécher et on les replante. Puis au bout de 4 à 5 ans, ben c'est là que, dans le fond, ce petit bulbe-là, à force d'être replanté, 5 ans plus tard, il va vous donner un bulbe semblable à sa génétique qu'il y avait au début. Là. Donc, ça, c'est pour les bulbilles. Donc, c'est ça. Fait que quand on veut consommer la fleur, il faut vraiment la couper avant qu'elle détourne son tire-bouchon qu'elle a fait.
sinon ça devient trop raide. Après ça, dans le fond, nous, on récolte toute la fleur d'ail. C'est sûr qu'il y a des variétés qui ne sont pas tous prêtes en même temps. Fait que nous, ça nous aide à étaler la récolte dans la saison. C'est ce qui est intéressant aussi d'avoir plusieurs variétés d'ail. Après ça, on a coupé la fleur d'ail. Après ça, on va faire des traitements au BTK si on se réfère au MAPAC, les dates que les agronomes donnent avec les avertissements phytosanitaires qu'on reçoit pour le Québec. Nous, on se fie à ces dates-là pour traiter au BTK, même si on fait du dépistage au champ. Après, dans le fond, la récolte de la fleur d'ail. Puis après ça, on attend un peu que notre plant continue de mûrir. Dans le fond, quand on prend notre plant, comme c'est ça, là, ils sont secs, mais quand il est encore au champ, on veut 3 à 4 feuilles sèches dans le bas, mais il faut aussi regarder les feuilles qui sont encore belles dans le haut. Il faut au moins qu'il y ait aussi 4 à 6 feuilles encore vertes sur le plant. Parce que c'est ces feuilles vertes-là qui vont protéger votre bulbe durant le séchage, puis qui va permettre à la conservation du bulbe aussi durant l'hiver, puis qu'on est capable de conserver notre ail à manger jusqu'au mois de janvier, février, là. Puis avec des variétés qui se conservent plus longtemps, comme les créoles ou les silver skin, on peut même aller jusqu'à du 12-16 mois là, de conservation dans des conditions optimales. Donc, les conditions de conservation optimales, on parle d'autour de 18-20 degrés, entre 50 et 60 d'humidité. Donc, c'est pas mal les conditions gagnantes pour conserver votre ail. Pas de lumière non plus, de lumière directe. Ça serait important de mettre ça dans un sac en papier. C'est bon pour les cacher du soleil. Donc oui, puis nous, quand on récolte l'ail, quand on a fini de récolter la fleur d'ail, on attend un peu. Autour du mois de fin juin, nous, on commence avec le groupe Turban, nos récoltes. On utilise une lame souleveuse derrière le tracteur. C'est l'équivalent d'y aller avec une fourche puis nos pieds en bras, mais en arrière du tracteur. Donc, la lame rentre sous le rang et lève les bulbes. Nous, c'est sûr qu'avec notre grande espace de production, on y va avec mécaniquement, mais avec une bonne fourche ou une pelle, on fait attention de ne pas accrocher les bulbes. On fait juste tirer, on la plante, on tire la pelle vers nous juste pour soulever la terre pour que les bulbes soient plus faciles après ça à juste tirer vers le haut, ils vont suivre. Après ça, nous, on coupe les tiges et les racines pour le séchage. On va calibrer aussi nos cailleux. Dans le fond, les lors de récolte aussi avec les groupes, dans le fond, on récolte les turbans, les asiatiques. Par la suite, on tombe souvent avec les 3 groupes de purple. On a les purple stripe standard, purple stripe marbré et purple stripe glacé. Ces 3-là, ces variétés-là se suivent pour la récolte. Par la suite, on tombe dans les rocamboles, les porcelaines. Excusez-moi, avant les porcelaines, on récolte les artichauts aussi, le groupe artichaut. Donc, on a plusieurs variétés qu'on peut récolter plus tôt avant les porcelaines, mais ces variétés-là, ils ont une conservation un peu plus courte. Donc, on va les conserver 4 à 6 mois. Quand on arrive à la porcelaine, on parle de conservation un peu plus longue, là, du 8 à 12 mois. Puis quand on est dans les silver skin et les créoles, les deux ont une conservation de 10 à 16-18 mois, dépendamment tous dépendamment des conditions d'entreposage des bulbes. Parfait. Donc, oui, dans le fond, nous, pour le séchage, ici, on y va. Il y a plusieurs techniques de séchage. Nous, on y va de façon contrôlée. Donc, on est à l'air forcé. On utilise des ventilateurs qui tirent l'air de la pièce vers le bas. On déshumidifie l'air de notre pièce. Donc, l'air est déshumidifié à 50 d'humidité. Et la température est maintenue autour de 21 degrés. Le premier 24 heures, on traite nos bulbes à la chaleur pour que la terre qui est dessus et la première couche ait une saisie de chaleur. On les met 24 heures à 35 degrés.
pour leur donner un petit coup de chaleur, pas plus que 24 heures, pour excusez-moi, pour se faire sécher la terre dessus, puis la première couche. Donc, on les... excusez-moi, mon chien jappe, ça m'a déconcentré. On disait... excusez-moi. Oui. Donc, oui, on les fait sécher déshumidifiés à 21 degrés, 50-55 d'humidité maximum. Donc, 24 heures à 35 degrés. Le 24 heures à 35 degrés en premier. Après ça, c'est jusqu'à 2 semaines à la température de 18 à 21 degrés, 55 d'humidité. 2 semaines. On peut aussi peser les bulles pour voir s'ils ont perdu leur poids. On y va avec à peu près un 20 de perte de poids si on les pèse avant et après le séchage. Fait que oui. Puis l'autre façon qui est plus simple, que quand on est à petit volume, on peut juste aussi les étaler. Dans le fond, on ne veut pas faire des trop gros tapons d'ail comme ça pour pas que ça respire. Donc, on peut les étaler à 1 à 2, c'est juste sur une épaisseur d'ail sur des tables en screen parce qu'on veut que ça respire. Il y en a qui suspendent tête vers le bas, tête vers le haut. À ma connaissance, ça n'a pas vraiment de changement au niveau de la conservation des bulbes, qu'on les mette tête en haut, tête en bas. Je n'ai pas vu d'études agronomiques qui ont confirmé ou infirmé cette technique de les placer. Nous aussi, on les met dans des caisses. Donc, les tiges et les racines sont coupées. Donc, avec l'air forcé aussi, ça fait tirer l'air des bulbes plus rapidement, là. Donc, on a un séchage plus uniforme à l'air forcé qu'à l'air libre, finalement, en les étalant sur des screens. Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait des questions au niveau de... J'ai-tu fait le tour ou j'ai parlé trop vite? Salut, moi, oui, j'aurais des questions, effectivement. La paille, quand tu la mets, on met ça à l'automne, mais tu l'enlèves quand? Au printemps? Ou tu la laisses là, tu fais juste la tasser un peu ou tu l'enlèves complètement? Vous avez le choix. Nous, ici, on laisse la paille pour éviter d'avoir à faire du désherbage en été. C'est sûr que quand on tasse notre paille, il va falloir repasser pour enlever les mauvaises herbes qui vont pousser là, entre nos bulbes. Mais oui, vous pouvez la passer, la tasser, la mettre dans l'allée. Il y en a qui font ça. Surtout si vous mettez si vous voulez fractionner votre fertilisation. Nous, on fertilise au printemps, à l'automne, excusez-moi, on fertilise avant la plantation avec du fumier animal. Après ça, nous, on ne fractionne pas parce que vous avez le choix de mettre votre dose de fertilisant en deux temps. La moitié à l'automne avant la plantation, puis l'autre moitié au printemps, un coup que c'est planté. Mais là, justement, il faut dépailler. On met notre fumier. Si vous avez de l'actisol, la granule de fumier de poulet séché, vous pouvez étendre ça sur votre plate-bande de culture. Puis après ça, avec un petit râteau, une petite binette pas large, vous pouvez venir incorporer au sol votre fertilisation. Puis en même temps, ça l'enlève les mauvaises herbes qui pourraient pousser ou les jeunes pousses qui ont déjà commencé à germer. Okay. Mais c'est pas nécessaire. C'est vraiment selon le temps que vous avez aussi à investir dans votre culture d'ail. Parce que dépendamment, si vous voulez vraiment la fertiliser aussi en 2 fois ou juste une fois, les 2 façons de faire sont bonnes. OK. Puis je me demandais au printemps, l'ail, pas l'ail, mais je veux dire la paille, si on la tasse quand même assez de bonne heure pour que le sol dégèle ou c'est genre en juin ou... Vous fiez à la météo, fait que c'est sûr qu'une année à l'autre, la date n'est pas exactement la même, mais il y en a qui vont commencer à dépailler, je vous dirais, peut-être pas juin, mars, avril, mai, vers le mi-mai, là, quand il n'y a plus vraiment de risque de gel, les gens commencent à dépailler l'ail là, pour voir justement c'est quoi si on commençait à germer. Fait que ça va dépendre aussi du printemps qu'on va avoir, vers quelle date on va dépailler ou pas. Là.
OK. Je me demandais, tu parlais de BTK, mais le BTK, ben, vous autres, moi, je check plus mes plants d'ail, là, puis je trouve ça juste plate parce que, à un moment donné, c'est ça, on a de la teigne du poireau. Toi, tu dis que tu prends, c'est les conseils des agronomes qui disent à peu près quand est-ce mettre le BTK? Oui, exactement. Au Québec, on est chanceux. On a un réseau d'avertissement phytosanitaire. On pourrait mettre le lien en commentaire. Je vais vous trouver ça tantôt. OK. Dans le fond, Super. on peut là-dessus, dépendamment de la culture que vous faites, vous avez toutes les informations que les agronomes du MAPAC, le ministère de l'Agriculture du Québec, donnent. C'est accessible à tous comme information. Fait que vous choisissez la cyne liliacée, des tomates, la solanacée ou les brassicacées pour les brocolis ou peu importe la famille de légumes que vous cultivez, vous allez avoir accès à l'information des traitements qui sont proposés pour les cultures. OK. Puis eux autres, quand tu prends les dates de ces agronomes-là, c'est des dates qui vont te faire mettre du BTK en prévention. Oui, oui, mais il suffit c'est par région. Fait que si vous êtes, si vous êtes en Outaouais, vous n'aurez pas la même date probablement de traitement que moi qui est en Estrie. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, ça dépend de la vol du teigne du poireau. Mais ça, c'est eux, ils vont, dans le fond, eux, ils font des dépistages dans des gros champs. Fait que c'est sûr que s'il y a un producteur d'ail dans votre région, puis que lui, il fait partie du réseau, ben, il y a un agronome qui dépiste chez lui, ou lui, quand il dépiste, il donne ses informations à l'agronome, puis eux, ils vont se baser là-dessus pour donner les dates, dans le fond. Il suffit à des producteurs par région. OK. Puis tantôt, tu as dit des tours. Tu as bien dit 3 tours. Quand l'air, parce qu'habituellement, ils disent un tour et demi, là. Toi, tu dis 3 tours avant de couper. Ah, bien, rendu à 3 tours, c'est là qu'elle commence à se détourner. Mais vous pouvez OK. attendre jusqu'au 3 tours, elle commence peut-être à être un peu plus raide. On perd de la Ouais, ça longueur dans vient le bas. ouais, ça vient Fait en que bois aussi, comme là, c'est plus fibreux, oui, là. exactement. Elle vient beaucoup plus fibreuse. Donc, oui, à 1 tour et demi, 2 tours, pour la tendreté, c'est vraiment là qu'il faut la couper. Mais jusqu'à 3 tours, ben, on en perd un peu finalement, là. Mais après 3 tours, c'est vraiment que le bulbé, lui, il est parti pour sa production, puis elle va commencer à se détourner. OK. Puis je voulais juste savoir le problème. Après ça, je laisse la parole aux autres. Cette année, j'ai comme eu mon ail, c'est comme si, où il y a les racines en dessous, là, c'est comme si les pleurs, ils se détachaient. Que les pleurs se détachaient proche de vos racines. Oui. J'ai la Ben, ça, première année. C'est trop d'eau, ça? C'est la première année que j'ai ça. ben, cette année, je sais je sais qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie, mais ça a été une année humide. Donc, humidité, prolifération de champignons. Dans l'ail, souvent, on a des fusariums. Il y a plusieurs familles de fusariums, là. Des fusariums, il y en a aussi dans l'air, il y en a partout. C'est des variétés différentes. Fait que des fois, ils vont se développer justement au niveau du plateau racinaire. Mais c'est plate parce que c'est plate. Les racines restent au sol. Souvent, les racines se détachent. Mais il y a pas. Ça peut réduire la conservation de votre bulbe, mais il y a pas de problème à le manger ou à le replanter, là. Ouais, non, non. OK. OK. J'ai une question, moi, Vicky, s'il te plaît. C'est Oui. Camille. J'aimerais savoir Oui. si avant la plantation du bulbe, c'est-à-dire du cailleux, est-ce qu'on doit mettre un fertilisant quelconque ou du fumier dans le trou, dans le sol, avant de placer le cailleux? Ben, il ne faut pas mettre du fertilisant directement en contact avec la semence. Ça OK. risquerait de la brûler. OK. Donc, c'est sûr que c'est mieux d'incorporer votre fertilisant quelques jours avant la plantation de l'ail, où vous pouvez planter votre ail, la remblayer, puis mettre votre fertilisant, puis juste le brasser doucement sur le dessus OK, là, je vois. après avoir planté. Les deux façons sont bonnes. OK, parfait. Merci beaucoup. Ça fait Vicky, il plaisir. y a une question de Julien qui dit votre avis, expérience sur la rotation de culture. Oui, pour les rotations de culture, Julien, nous ici, ça ne fait pas encore 5 ans qu'on est ici, mais on vise le 5 ans de rotation de culture pour avoir le maximum de
bienfaits à cette opération culturelle pour justement, en faisant des engrais verts de rotation entre nos chandails, on permet d'éliminer des maladies de sol ou des virus qui pourraient être présents. Il y en a beaucoup qui durent plus longtemps que ça dans le sol, mais au moins, on met toutes les chances de notre côté en le faisant. Je trouve que la moutarde, ça fait un bel engrais vert en rotation avec l'ail. Si on veut faire une production, la courge, le maïs sucré, c'est des beaux légumes à faire pousser en rotation avec l'ail. À éviter carottes, tomates et betteraves ou fraises aussi, parce que ça attire les nématodes. C'est des cultures qui sont sujettes aux nématodes comme l'ail, donc on essaie de ne pas les mélanger ensemble en rotation. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé le compagnonnage champignon-ail? Moi, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai quelqu'un qui m'en a parlé d'inoculer du strophaire vin rouge sur la paille, justement, de l'ail. C'est quelque chose qu'on trouve intéressant comme culture, mais ça va être de voir la faisabilité du projet des fois à grande échelle. C'est pas pareil. On a quand même 40 000 plants d'ail ici. Fait que c'est sûr, on va faire des tests éventuellement là, parce que c'est un beau produit. J'ai déjà goûté au strophaire vin rouge de la Terre du Neuf en Beauce. Ils sont excellents. Ça goûte les noisettes quand c'est cuit dans le beurre. C'est un champignon extraordinaire, selon moi. Moi, je l'ai fait à petite échelle. Je l'ai fait dans mon potager, mais je me demandais si vous l'aviez essayé, si vous voyez un avantage réel ou un désavantage. L'avantage réel que je vois, il est financier, c'est de doubler la valeur d'une planche. Oui. C'est vraiment le plus beau avantage qu'on a. Puis c'est parce qu'on vient de mettre une dépense en dépense de production de culture. Fait que c'est rendu un substrat au lieu de juste être une dépense de sol, la paille aussi. Fait que oui, ça a quand même ses avantages, mais au niveau culturel en tant que tel, écologique, je ne le sais pas encore. Je n'ai pas assez étudié le projet pour ça. Merci. Il y a Sylvie qui veut savoir c'est quoi la fréquence d'arrosage. Nous, ici, pour le BTK, c'est 1 à 3 traitements par année, dépendamment de ce que vous voulez faire et votre quantité d'ail. Mais si on parle d'arrosage d'eau, nous, ici, on n'arrose pas notre ail parce que justement, la paille nous permet de garder notre humidité du sol. Donc, on n'irrigue pas avec de l'eau. Et j'ai Mathieu qui veut savoir c'est quoi le pH désiré. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans le chat, je vais les transmettre à Vicky. Oui, merci Marie. Donc, attends un peu, c'était la question. C'était un peu. Le pH. C'est quoi le pH? Oui, excuse-moi. Le pH, c'est autour de 6-7 l'ail. Donc, ça l'aime un pH quand même assez neutre. Ici, on a chaulé avec de la chaux avant l'incorporation de notre fumier animal. Là. On a fait faire une analyse de sol pour savoir c'était quoi justement que notre sol avait besoin. Et donc, ça, vous pouvez vous référer à votre... ici, on fait ça dans les quincailleries où justement, peut-être que vos pépinières offrent ce service-là. Dans le fond, vous ramassez du sol, vous envoyez l'analyse, puis eux vous reviennent avec qu'est-ce que vous avez de besoin comme azote, phosphore, potassium aussi, donc avec comment on fertilise notre champ cette année-là. Puis après ça, vous avez le pH aussi, savoir comment l'ajuster. Est-ce qu'il est bon, il n'est pas bon? Donc, ça vous permet ça. On a Adi qui veut savoir un substitut à la paille parce qu'elle n'a pas de ferme pour la paille proche. Oui, nous, ici, on prend de la feuille morte. Dans le fond, on appelle la municipalité de Sherbrooke, la ville de Sherbrooke qui est proche de chez nous. Puis on s'arrange avec la voirie pour avoir un secteur de feuilles à ramasser. Je précise avec le contremaître que je veux des feuillus, justement pour ne pas augmenter l'acidité de mon sol avec trop de feuilles de conifères. Donc, tout ce qui est sapin, épinette, cèdre, c'est pas, on ne veut pas ça dans nos feuilles de paillage. On veut vraiment du feuillu. Donc, nous, comme je vous dis, on ramasse un secteur dans notre coin de feuilles avec des bras, puis on se fait une journée ramassage de feuilles.
Donc, ici, on me demandait pour la densité de plantation. Donc, c'est la densité de plantation qui semble donner la meilleure récolte. J'imagine que c'est le lien avec la taille du bulbe final. Dans le fond, oui, plus vous plantez dense, c'est sûr que votre bulbe, il y a moins de place puis il y a moins accès à les nutriments du sol. Mais si votre sol est bien nourri, par contre, puis qu'il n'est pas en carence, même dans une plantation dense, vous êtes capable d'aller chercher quand même un bon calibre de bulbe. Fait que c'est sûr que oui, c'est d'avoir des belles semences au début, mais d'avoir aussi un bon sol pour être capable d'avoir le meilleur potentiel des semences qu'on plante. Puis nous, l'année prochaine, on va changer notre pattern. Au lieu d'être aux 4 pouces, on va aller aux 6 pouces sur le rang. Puis entre mes rangs, on va être aux 8 pouces toujours. Donc, c'est ce qu'on va changer, mais ça va être pour, justement, vu qu'on est mécanisé, on va s'étendre un peu plus là, pour les besoins de la cause de sarclage mécanique, probablement. Donc, les terres 100% terre, sable fumier pour dire. Ah, les mélanges, c'est sûr que l'ail, elle aime ça être quand même au sec. Ce n'est pas une culture qui aime ça avoir les racines dans l'eau. Il faut faire attention, surtout si vous avez un sol gorgé d'eau en hiver, vous pouvez avoir des pertes causées par les gels. Surtout quand on a des dégels puis des regels au mois de février, mars, on peut avoir des dommages au plateau. Dans le fond, l'eau s'infiltre, elle va venir geler proche des plateaux, puis ça va venir faire des blessures. Puis après ça, justement, vous allez avoir des moisissures ou des fusariums qui vont rentrer dans vos bulles, puis vous allez perdre la partie qui a été inondée, glacée. Donc oui, ça allait comme du bien drainé, mais il faut que quand même ça garde son humidité, parce que si on est juste dans du sable, il va falloir irriguer en été parce que sinon, nos plants n'auront pas l'humidité nécessaire pour être capables d'aller absorber les nutriments dans le sol. Donc, ici, on a Geneviève. L'an dernier, j'ai eu de l'ail qui a fait des fleurs et d'autres qui ont fait des gerbes de bulles dans la tige. Est-ce seulement dû à la variété? On m'avait dit que c'était toute de la musique. Des fois, ça arrive qu'il y a des variétés d'ail qui sont mélangées. Fait que ça se peut que vous pensiez peut-être avoir juste eu de la musique, puis vu qu'ils se ressemblent, vous en aviez d'autres. Mais des fois, ça peut arriver que justement, c'est un peu une excroissance, que le bulbe, au lieu de se rendre jusqu'au bout, il a tombé. Au lieu de se rendre jusqu'au bout, dans le fond, il va se développer ici dans la tige. Mais dans la musique, ce n'est pas la variété que ça arrive le plus fréquemment. Ça arrive plus fréquemment avec les cols mous. Donc, les artichauts et les silver skin vont faire des bulbés aléatoires un peu dans les tiges. Dans le fond, des fois même, on peut la retrouver directement ici, là, même quand il n'y a pas de tige. Votre bulbe peut avoir l'air d'un bonhomme de neige parce qu'il a fait des bulbés juste en haut du bulbe. Si on coupe la fleur d'ail, dès qu'elle sort, est-ce que le bulbe sera plus gros? Dès qu'elle sort, c'est sûr que plus vous coupez votre fleur d'ail tôt, moins votre bulbe envoie de l'énergie à la développer. Donc, techniquement, oui. Vous pourriez avoir un bulbe plus gros à le laisser, à couper la fleur d'ail le plus rapidement possible, mais je n'ai pas de pourcentage ou d'essais qu'on a fait ici à vous donner. Là. Mais techniquement, oui. Est-ce que le compost de crevettes est bon pour fertiliser? Oui, c'est un excellent compost. C'est sûr que c'est de bien les balancer, savoir... je ne peux pas donner de conseils non plus agronomiques de sol pour chacun parce que je n'ai pas vu votre sol. Mais oui, c'est un bon apport, la crevette. Ce serait de savoir aussi sur votre sac, il va y avoir 3 chiffres qui sont écrits. Comme si on parle d'actisol, normalement, c'est du 5,4,2 de mémoire. Donc, azote, phosphore, potassium. C'est les nutriments que représentent les chiffres dans cet ordre. Fait que ce serait de voir sur ce que vous voulez incorporer dans votre sol, qu'est-ce que ça représente. Puis l'ail, ce n'est pas très gourmand comme culture. Fait que c'est sûr que si vous avez un sol, que vous mettez un peu de compost à toutes les années, vous devriez avoir un sol qui est suffisant pour l'ail.
Ce qui est important quand vous la replantez, c'est d'essayer de ne pas la replanter dans la même parcelle de jardin à chaque année. Là, vous pouvez la changer avec d'autres légumes. On me demande, donc c'est Sandrine, mettez-vous les feuilles entières ou vous les déchiquetez? L'année passée, on les a mis entières. Cette année, on va faire un test de déchiquetage. Normalement, on les met entières, dans le fond. Donc, on va voir la différence. Nous, pour le déchiquetage, cette année, on va essayer notre déchiqueteur à branches. Donc, on va voir si c'est plus rapide ou si on tend épandre les feuilles. Mais j'ai remarqué qu'avec les feuilles déchiquetées, on a une couverture un peu plus dense. Dans le fond, il y a peut-être un peu plus de compaction quand la feuille est déchiquetée que quand elle ne l'est pas. Est-ce que ça nuit un peu peut-être à certaines percées de bulles quand les germes sont petits? Ça serait à évaluer, là, parce que l'année passée, dans notre champ, on avait un peu des deux, parce que quand on ramasse les feuilles mortes des gens qui les mettent en sac pour nous, on ne sait pas exactement comment ils les ont ramassées. Des fois, ils ont été passés à la tondeuse directement, fait qu'il y a même de l'herbe au travers, là. Fait que ça dépend, mais ça serait de faire le test, voir qu'est-ce qui va être le plus efficace entre les deux. Je pourrais vous tenir au courant de nos tests qu'on va faire. Donc, ici, j'ai dit la teigne du poireau, mes bulles Chestnut Red et Currant Red ont été plus touchées que la musique sibérienne et Baba, exemple. Ça dépend. Je vous dirais je sais que pour certaines maladies, il y a certains types de bulbes sont plus à risque, comme pour la suie du bulbe, c'est une maladie des tuniques, de l'ail, qui se développe au séchage quand les conditions sont trop humides et trop chaudes. Puis ça, c'est les tuniques blanches. Donc, tout ce qui est porcelaine, c'est plus à sujet, les artichauts aussi, à cette maladie-là. Je ne sais pas la raison pourquoi. Je n'ai pas poussé mes recherches plus qu'il faut encore à ce niveau-là. Mais oui, des fois, on va voir des corrélations entre une variété d'ail puis l'insecte qui va aller l'attaquer. Fait que ça se peut est-ce qu'ils ont plus de sucre à l'intérieur, dépendamment des analyses de variétés, ça se peut qu'ils soient plus aimés qu'un autre. Donc, ici, on a Julien, j'ai hâte de cultiver et goûter votre ail jésuite. Oui, c'est une belle porcelaine, la jésuite. Oui, une belle variété ancestrale qui fait des beaux gros calibres, quand même piquante et délicate à la fois. Très bonne variété. Ici, on a Geneviève. BRF n'est pas adéquat comme couvre-sol, trop dense. Comme couvre-sol. C'est sûr que du bois, du BRF, c'est du bois rangméal fragmenté. Dépendamment du compost de votre BRF, du compostage de votre BRF, il se peut qu'il soit trop acide. Il faut au moins qu'il soit composté 3 ans de mémoire. Sinon, trop dense, peut-être, oui, que ça serait trop lourd un peu, puis trop raide. On a déjà essayé avec de la paille de soya, puis ça ne donnait pas un beau paillage. Donc, ça serait de l'essayer, mais peut-être sur une petite parcelle, mais je ne suis pas... excusez-moi. Je ne suis pas convaincue du BRF. Oui, pour planter les capsules de bulbées, excusez-moi. Donc, ici, on a Ali qui nous demande comment planter les capsules de bulbées. Dans le fond, nous, ici, les bulbées, vu qu'ils sont tout petits comme ça, puis ça peut aller de la grosseur d'un grain de riz à un pois chiche. Dans le fond, on les plante dans un pot pour les délimiter, mais on va planter ce pot-là dans la terre. Dans le fond, en plantant le pot en terre, on l'empêche de geler en hiver parce qu'on ne veut pas que nos bulbes gèlent en hiver parce que ça va les tuer finalement, là. Donc, en mettant le pot en plein sol, on l'isole. Puis, on va aussi délimiter pour les mauvaises herbes. Donc, c'est sûr que si vous avez ça ne va pas faire une grosse feuille, là, ça va faire une feuille gros comme un brin d'herbe. Fait que c'est sûr que si vous l'avez mis dans votre jardin, à côté d'une autre culture, bien, ça se peut que vous le désherbiez en pensant que c'était autre chose qui poussait.
Fait qu'en le mettant comme dans un pot, ça vient comme l'isoler, puis on le sait qu'il est là. On le laisse 2 ans en sol, puis après ça, on le récolte la deuxième année comme un autre bulbe. On le fait sécher en même temps que les autres. Puis par la suite, on continue de le planter successivement pour pouvoir avoir un bulbe complet au bout de 4 à 5 ans, puis des fois plus selon les variétés. Ali nous demande aussi pour les cormes. Oui, les cormes, vous pouvez les planter de la même façon. Ça peut être plus long. Ils peuvent ne pas germer la première année. Les cormes d'ail éléphant, d'ailleurs, je vous ai amené un beau bulbe d'ail éléphant ici. Malheureusement, on n'en a plus disponible sur naturail.ca. On n'a plus d'ail d'éléphant cette année. On va en avoir l'année prochaine. Donc, on a notre beau bulbe d'ail éléphant. J'en ai un ici pour vous les montrer séparés. Là. Ça nous donne des immenses cailleux comme ça. C'est ma belle photo où est-ce qu'on ne voit pas. Celle-là est plus petite, là, mais c'est ma belle photo où est-ce qu'on ne voit pas derrière le bulbe. J'avais un bulbe énorme dans les mains en récoltant au champ. Donc, on a... dans le fond, l'ail éléphant, votre corme, ça peut prendre, comme je vous dis, plusieurs années avant qu'il donne un bulbe, là, mais après 2-3 ans, il vous donnerait probablement un rond comme ça. C'est un rond, c'est ce qu'un bulbe donne les premières années de différentes grosseurs avant de vous donner un bulbe qui va se diviser. Dans le fond, celui-là ici, ça, c'est probablement un rond d'ail éléphant de 3 ans. Puis ici, on a un bulbe qui a ça fait plusieurs années qu'il a été replanté à partir de ça. Il doit avoir au moins 5-6 ans, si ce n'est pas plus, celui-là ici. Là. On a ça pour les cormes. On nous demande si la variété éléphant doit être traitée de la même manière. Oui, même si elle est considérée comme un poireau, l'ail éléphant, on la traite comme l'ail normal. Dans le fond, on la plante à l'automne, on la récolte en été. Nous, on la récolte à peu près en même temps que la porcelaine. Donc, c'est traité quand même, c'est traité pareil. Là. Elle a pas, même si elle est particulière, elle est juste plus longue à se diviser. Ça se peut qu'une année, vous plantez un petit cailleux qui provenait d'un bulbe, puis qui vous redonne un rond comme ça. Fait que c'est vraiment sa division qui est plus lente. C'est vraiment sa particularité. En étant aussi dans la famille des poireaux, c'est une espèce particulière, vraiment. L'ail éléphant, on pourrait en faire un atelier seulement sur la variété éléphant tellement qu'elle est particulière. Parfait. Donc, c'est pas mal ça pour l'ail éléphant. Aussi, s'il y a des gens qui ont d'autres questions par la suite, ça a soulevé de l'intérêt, vous pouvez nous envoyer vos questions à info@commercialnaturel.ca. Je vais l'écrire ici dans le chat. Dans le fond, vous pouvez nous envoyer vos questions là. Puis on va vous tenir au courant aussi sur notre page Facebook. Probablement que le week-end prochain, on va vous faire un live pour vous répondre à toutes vos questions que vous allez avoir sur live. Donc aussi, oui, il nous reste encore des variétés d'ail. Si vous voulez aussi plus d'informations, il y en a beaucoup sur notre site web, naturail.ca. Marie, est-ce qu'on avait encore le temps pour d'autres questions? Ben, c'est pour toi, Vicky. Mais gardez ça pas trop long. Oui, ben, je sais que j'aime ça pitcher beaucoup d'informations, puis je vais être claire pour tout le monde, surtout s'il y a des gens, des fois, qui sont moins familiers. Mais tu pourras faire, c'est ça, le live la semaine prochaine. Tu vas pouvoir répondre à toutes les autres questions la semaine prochaine, puis ils vont avoir la rediffusion aussi, j'imagine, sur ton infolettre. Oui, exactement. Oui, c'est vrai, je vais vous envoyer dans le fond, tous les gens qui sont abonnés à notre infolette vont aussi recevoir l'atelier en lien pour pouvoir le réécouter, vu qu'on l'a enregistré, justement. Fait que vous allez pouvoir aller le revisionner. Parfait. Dans le fond, je vous ai mis mon adresse courriel. Oups, excusez-moi, je me suis trompée, j'ai oublié le mot. Quand on peut faire vite. Donc, info@naturail.ca. Et voilà.
Donc, vous pouvez nous envoyer des courriels pour vos questions. Donc, c'est pas mal ça. On est bien content d'être des producteurs d'ail en Estrie puis pouvoir offrir autant de variétés. Puis, je suis vraiment heureuse d'avoir eu autant de participation aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir parler d'ail avec nous. C'est tout le temps le fun de pouvoir voir que les gens ils s'intéressent à nos beaux produits locaux. Puis on vous remercie aussi d'encourager tous les produits locaux. Ça fait chaud au cœur de voir que les gens ils sont intéressés à ce qu'on fait. Puis on aime bien l'ail. Fait que c'est bon. Donc Julie nous remercie beaucoup. Parfait. Donc, c'est ce qui conclut. Si je n'ai pas d'autres questions, comme je dis, s'il y en a d'autres qui vous pop, je vais vous les répondre par la suite. Ok, Hélène qui dit merci beaucoup de ta grande générosité au ton atelier. Merci tout le monde. Merci Vicky. Parfait. Bye, C'est bon. Mais ça me fait plaisir beaucoup. Bye tout le monde.